Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui ont participé dans le chat ou à l'écoute active de l'émission de ce matin de la matinale de Géopolitique Profonde. Eh bien, rebonjour pour eux et puis sinon, bonjour aux autres. Vous êtes dans l'actu de 12h30 sur Géopolitique Profonde et puis nous allons traiter aujourd'hui de Gérard Miller, vous savez, le célèbre psychanalyste qui vient d'être mis en garde à vue. C'était hier, le médiatique et féministe Gérard Miller, le fameux psychanalyste, le frère du gendre de Lacan, et lui étant très médiatique, le Gérard justement, celui qui est en cause, et qui va enfin devoir répondre des crimes dont on l'accuse depuis plus d'1 an et demi, des affaires qui datent d'il y a une vingtaine d'années. Volontiers donneur de leçons, Gérard Miller, ce compagnon de route de la France insoumise, est accusé de viol, d'agression sexuelle, dont des accusations portées par des mineurs au moment des faits. Alors l'heure des comptes a enfin, semble-t-il, sonné pour ce Serial Miller, représentant du camp du bien, l'humaniste, l'ancien maoïste, que l'on savait par ailleurs plutôt bien protégé par les milieux proches du pouvoir, bénéficiant, vous le savez, de ce fameux privilège rouge. Et pourtant, les accusations portées sont lourdes: viol, pédophilie. Et 1 an et demi, il a fallu 1 an et demi pour qu'il soit enfin mis en garde à vue. En plus, c'est la brigade des mineurs, donc c'est sérieux, il pourrait y rester un petit moment en garde à vue, et puis peut-être être même déféré, allez savoir. En tous les cas, la suite sera extrêmement intéressante, mais on voit bien que Gérard Miller, écoutez, aujourd'hui, va enfin ne plus échapper à la justice et déjà à la police et à la police des mineurs. Il était plus que temps, surtout dans ces affaires qui ont plus de 20 ans. On va évoquer le sujet, on va le rappeler, et on va voir les premières réactions d'ailleurs des victimes, de leurs témoignages. Elles n'en reviennent pas, et il faut dire que les avocats de certaines victimes se demandaient, alors que l'affaire a été dénoncée clairement, d'abord par elle, ensuite par Mediapart, et puis il y a eu ce livre, Serial Miller, Gérard Miller, le livre de Chloé Vienne, c'était aux éditions Stock en octobre 2024, qui explique le système de prédation sexuelle. Il ne faut pas hésiter avec les mots qui étaient mis en place avec de l'hypnose, enfin, etc. On va en revenir dessus par Gérard Miller. Donc, enfin, nous apprenions hier ce placement en garde à vue, lui, pérore. Même s'il ne le retrouvait plus trop dans ses médias fétiches, homme de médias, c'était aussi d'ailleurs un de ses terrains de chasse. Le prédateur n'hésitait pas, c'était sur les plateaux souvent qu'il rencontrait ses futures victimes, semble-t-il. En tout cas, ce sont des accusations qui sont portées à son égard sur ce sujet. Et donc, lui expliquait que depuis 1 an et demi, il ne comprenait pas. On l'accusait, paraît-il, des dizaines et dizaines de femmes, dont certaines mineures, au moment des faits. On l'accusait, mais lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous dise? Il ne savait pas, il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Il ne comprenait pas, il disait de toute façon être bien sûr, comme c'est le cas avec tous, innocent de tous les crimes dont on pouvait l'accuser. Et maintenant, il va pouvoir s'expliquer, voilà, puisque c'est, semble-t-il, ce qu'il souhaitait. Monsieur Gérard Miller, vous allez pouvoir vous expliquer. Vous êtes en train de vous expliquer actuellement devant la brigade des mineurs. Très bien. Voilà, c'est le thème principal de notre émission aujourd'hui sur GPTV. Je rappelle évidemment la revue Géopolitique Profonde d'octobre 2025, une semaine de gratuité, vous vous souvenez toujours, donc venez nous rejoindre, c'est le moment ou jamais. Vous pourrez ainsi lire l'ensemble sur le numérique en une semaine. En tout cas, on en est déjà au 28e. À mon avis, il faut prendre une semaine de vacances. Voilà, une semaine de gratuité dans la version papier comme version numérique. On accède ainsi en plus à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Vous avez les meilleurs auteurs, ceux que vous appréciez dans l'ensemble des formats, les matinales, les éditions du midi, du soir, de Géopolitique Profonde, qui écrivent dans cette revue. Par exemple, Alain Soral, Incohérence ou Stratégie, rubrique mondialisme, ça c'est en octobre. Et puis en septembre, il écrivait déjà Démocratie et Théocratie. Tout un programme, toujours Alain Soral par exemple. Mais vous avez d'autres auteurs en géostratégie, en technosciences, en macroéconomie, décentralisation, placement
Et je vous disais mondialisme, voilà. Et puis sinon, bah écoutez, on y reviendra. Vous allez sur le site de Géopolitique Profonde, vous cliquez sur les liens en description, vous accédez à la boutique de Géopolitique Profonde avec les mugs. Eh bien oui, j'ai encore mon mug et je continue à boire du café matin, midi et pas trop le soir, heureusement. Sinon, je ne dormirai pas la nuit. Très bien. Allez, on va regarder ce sujet de Gérard Miller. Gérard Miller, on en parle, ils sont bien obligés d'en parler dans la presse, mais ça n'est pas le scandale que ça devrait être. Depuis 1 an et demi, on en avait parlé un petit peu au début, et puis Elle, Mediapart, le livre dont je vous ai parlé. Et puis on avait essayé de mettre ça un petit peu sous le boisseau en se disant que ça allait peut-être passer, on ne sait jamais, hein, c'est des affaires qui ont plus de 20 ans. Ah, eh ben non, finalement, pas de bol, Miller. La garde à vue a débuté hier à la brigade des mineurs. Donc en plus, ça concerne, parce qu'il y a des dizaines et dizaines de plaintes pour viol, dont certaines étaient mineures au moment des faits, sachant que ça a plus de 20 ans. Hein. Voilà, donc on avait envie, quand on voit un peu le pataquès qu'il peut y avoir sur ce genre d'affaires, il semblerait qu'il y ait 2 Gérard dans la presse. Le bon Gérard Miller, évidemment, l'homme de gauche, le bien-pensant, le donneur de leçons, le médiatique Gérard Miller, et puis Gérard Depardieu. Alors lui, par contre, c'est horrible. C'est un salaud. Là, toutes les féministes se réveillent. Elles vomissent évidemment cet autre Gérard. Mais Gérard Miller, étrangement, à part les victimes, on ne trouve personne pour le dénoncer. Étonnant, non? C'est un peu, il a le même type de protection qu'un Duhamel, par exemple. C'est toujours cette gaucherie qui bénéficie de ma mansuétude. On attend d'ailleurs que LFI puisse sur ce sujet s'exprimer. C'est intéressant pour un homme qui était à l'extrême gauche, maoïste, dans les années 60 et 70. Bon, c'était à la mode, c'était les années 68. Et puis petit à petit, il s'était embourgeoisé, Gérard Miller, donc il était devenu une star médiatique. Donc il avait modéré sa gaucherie, mais il était quand même sur LFI. Donc Monsieur Mélenchon, Madame Panot, vous qui êtes, ou tous nos écolos gauchistes, féministes, là, on vous entend pas trop, il n'y a pas trop de tweets là sur Gérard Miller. On rappelle l'affaire Pellico. L'affaire Pellico. C'est pratiquement le prix Nobel, là. C'est en tout cas la femme de l'année pour l'ensemble de notre presse médiatique. Gérard Miller, non. Silence pratiquement. De toute façon, ça, on en parle encore aujourd'hui, beaucoup dans les médias alternatifs, mais on ne peut pas dire que ça fasse les gros titres, même encore cette mise en garde à vue qui est intervenue hier. Alors, Miller, pour détailler un petit peu cette affaire, donc c'était les premières révélations, je vous disais, c'était le magazine Elle et Mediapart, c'était à peu près il y a 1 an et demi. Voilà, donc entre cette date et le 30 septembre où il est placé en garde à vue par la brigade de protection des mineurs, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors dans ce dossier, par exemple, Mediapart, 27 femmes accusent le célèbre psychanalyste, maintenant âgé de 77 ans, de violences sexuelles, dont 7 étaient mineurs à l'époque des faits, quand même. Donc dans cette affaire, les témoignages de viol et d'agressions sexuelles portés à la connaissance des médias se comptent par dizaines et par dizaines. Ce qui fait du dossier Miller l'un des plus importants depuis, on va dire, le déclenchement, par exemple, chez les féministes du mouvement, le fameux mouvement MeToo. Voilà. Courant septembre, donc dans la perspective de l'audition de l'ancien chroniqueur télé, les policiers de la BPM avaient repris contact avec les plaignantes pour leur demander des photographies d'elles aujourd'hui et à l'époque des faits. Donc on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Voilà, on rappelle quand même que il a longtemps enseigné, Miller aussi, à l'université Paris 8.
C'est un professeur, il a de multiples casquettes. Quand vous allez regarder sa fiche Wikipédia, là, vous n'êtes pas déçus. Psychanalyste, professeur des universités, écrivain, réalisateur, acteur de théâtre et de cinéma. Voilà, Gérard Miller, c'est un homme multifonction, multitâche, hein, chroniqueur, éditorialiste à la radio et à la télévision française. Il a écrit pas moins d'une quinzaine d'ouvrages, réalisé des documentaires très sollicités, évidemment, et puis sollicités politiquement aussi, il faut bien le dire. Voilà. Alors, il avait dénoncé jusqu'à présent un certain emballement médiatique, Miller. Il se plaignait d'ailleurs en avril dernier de n'avoir été ni entendu, ni même convoqué, depuis le début, c'est vrai que c'est étonnant d'ailleurs, de l'enquête judiciaire, alors que des centaines d'articles consacrés à ces accusations avaient été publiés en France et à l'étranger. Voilà. Alors, ce qui avait d'ailleurs, les parties civiles à l'époque avaient été particulièrement inquiètes de voir que rien ne se passait. Et donc voilà, par exemple, maître Marie-Paul Pioli, qui était l'avocate d'Aude G, une des plaignantes, pour lesquels les faits ne sont a priori pas prescrits, avait écrit au parquet de Paris pour s'étonner qu'aucune information judiciaire sous la houlette d'un juge d'instruction n'ait été ouverte, alors que des faits criminels étaient bel et bien dénoncés. Pareil. Et elle ajoutait la multiplicité des victimes est non seulement très grave, mais elle impose justement et dès à présent des suites appropriées, de nature à préserver leurs droits, mais aussi ceux du mis en cause, âgé, argumentait la pénaliste dans un courrier en février 2025, voyant que rien ne se passait. À défaut, la multiplicité des victimes pourrait s'interpréter comme favorable au mis en cause grâce au délai de traitement au préjudice de ces victimes. Donc voilà. Alors pour revenir dans le détail, c'est le magazine Elle en janvier 2024, c'est-à-dire il y a plus d'un an et demi maintenant qui avait lancé l'affaire. 3 femmes avaient mis en cause Miller, l'une l'accusait de viol et 2 autres d'agression sexuelle. Et puis ensuite donc Mediapart, 10 nouveaux témoignages de femmes, dont 3 mineurs à l'époque des faits, avec agression sexuelle et comportement inapproprié, et ce entre 1995 et 2016, quand même. C'est-à-dire qu'il a sévi plus de 20 ans, alors qu'elles étaient, elles, âgées entre 16 et 21 ans. Plusieurs de ces victimes. Des dizaines d'autres témoignages vont ensuite affluer chez les journalistes, dans les boîtes mail des journalistes, des hebdomadaires, dont Mediapart, mais pas seulement. Voilà, alors, les terrains de jeu, comment ça se passait? Donc la plupart des femmes affirmaient avoir été agressées, donc sexuellement ou violées par l'ancien chroniqueur qui était très populaire justement à une époque, en particulier lorsqu'il officiait dans les années 90 auprès de Laurent Ruquier. Et oui, Laurent Ruquier sur France Inter, Europe 1, France 2, et oui, il était l'ami, un proche, Michel Drucker aussi, de Laurent Ruquier, de Drucker, d'autres disaient, voilà, donc c'est quelqu'un qui avait un très beau terrain de jeu, c'est-à-dire que c'est souvent dans ce cadre-là de chroniqueur, évidemment, il en imposait, que ce soit vis-à-vis du public ou vis-à-vis des autres invités. En tant que chroniqueur, il en imposait énormément, ce qui lui permettait justement d'approcher ses victimes. Donc, le rituel décrit était presque toujours le même. De très jeunes femmes racontaient que Miller les invitait dans son vaste appartement, son hôtel particulier, souvent après les avoir abordés, donc justement dans le public des émissions, où, évidemment, puisqu'il était professeur d'université, il n'hésitait pas, c'est-à-dire l'animal, il n'hésitait pas à aller aussi, l'autre terrain de chasse en plus des plateaux télé, c'était l'université Paris 8. Donc la plupart du temps, elle consommait alors de l'alcool, et à certaines, il aurait proposé des expériences d'hypnose ou de détente. Ah voilà, l'hypnose et la détente, tout en expliquant qu'elles étaient parfaitement conscientes, c'est ce qu'il va nous expliquer. Mais quand même, de l'hypnose, c'est amusant. Alors pourquoi hypnose si on est parfaitement conscient? Autant ne pas avoir d'hypnose du tout, quel est l'intérêt?
Donc ça, il a piégé comme ça. Alors il y a celles qui ont senti le coup fourré, qui se sont échappées, et puis il y a les autres, qui, elles, malheureusement, ont subi les affres des violences sexuelles de Gérard Miller. Donc tout disait avoir accepté l'invitation par admiration pour l'homme de télévision, le professeur érudit, le réalisateur de documentaires, et puis peut-être aussi par intérêt pour la psychanalyse, parce que voilà, c'est un psychanalyste. Et je vous disais pas des moindres, puisque il était le frère du gendre, le garde rouge, le maoïste, Jacques-Alain Miller, vous savez, qui était psychanalyste d'orientation lacanienne, gendre de Lacan, éditeur des séminaires de Jacques Lacan. C'était le frère. Bravo à Gérard Miller d'avoir ainsi associé son nom à celui qui fut un dépositaire, le dépositaire numéro 1 en tant que gendre du célèbre psychiatre et psychanalyste Jacques Lacan. Il a même travaillé en hôpital psychiatrique et exercé dans son cabinet pendant la fin des années 70. Il a été psychanalyste, mais c'était il y a bien longtemps. Voilà. Et il avait même d'ailleurs, tenez-vous bien, en septembre 2011, Miller réalisé pour le 30e anniversaire de la mort de Lacan, sur France 3, un documentaire, Rendez-vous chez Lacan. Voilà. Et c'était vraiment un homme qui en imposait, et qui en imposait évidemment, malheureusement, à ses victimes. Donc, il faut savoir que dans cette affaire, 3 semaines après la révélation de l'affaire, donc le parquet avait quand même ouvert une enquête préliminaire. C'est ensuite que ça a traîné. Donc, sur des faits qui étaient quand même susceptibles d'être qualifiés de viol, d'agression sexuelle, parfois sur des victimes mineures. 6 signalements directement qui étaient arrivés au parquet, donc déclarant avoir subi des gestes à minima sexués de la part de Gérard Miller, auxquels elle relate ne pas avoir donné leur consentement. Certaines avaient porté plainte à l'époque, d'autres avaient souhaité simplement apporter leur témoignage pour aider l'enquête. Donc Miller, lui, qui bénéficie, on le sait bien, de la présomption d'innocence, dénonce des accusations totalement injustes. Quand il avait été questionné, par exemple, par Mediapart en février 2024, eh bien, il avait indiqué ne pas mettre en doute un instant l'émotion, la colère et la souffrance de ces femmes, mais il assurait n'avoir jamais contraint personne. Le féminisme, le bon féminisme, alors là, il y a toute l'hypocrisie et toute la perversité, je dirais, du discours chez Miller, c'est-à-dire à la fois, voilà, il ne met pas en doute l'émotion, la colère, la souffrance, mais il n'a rien fait. Alors, on ne sait pas pourquoi il y aurait de la colère, de la souffrance s'il n'a rien fait de mal. Mais il ne le met pas en doute, non, bien sûr. Mais il n'a rien fait. Là, on est vraiment dans une espèce de double discours, totalement pervers, évidemment, c'est classique. Il est malin, il est habile, évidemment, Gérard Miller. Alors, il ne niait pas les rencontres avec les jeunes femmes. Il s'avoue grand consommateur, semble-t-il, de ces jeunes femmes qui l'accusent, y compris avec des mineurs. Il estimait s'être toujours assuré de recueillir le consentement des femmes avec lesquelles il avait des relations. Voilà. Il s'assurait le consentement. Alors, de quelle façon ? Mystère, il va pouvoir certainement l'expliquer à la brigade des mineurs. Il assurait aussi n'avoir jamais pratiqué l'hypnose à son domicile. Alors ça, là-dessus, il semblerait qu'il soit particulièrement contredit par ses victimes. Parlant d'un simple jeu, oui, bien sûr, on joue ou teste avec des très jeunes femmes de 14-15 ans, bien sûr, on joue à l'hypnose quand on est un homme adulte. Avec des femmes qui restaient parfaitement conscientes. Voilà. Donc, hypnose, mais consciente, et que jamais quelqu'un ne s'était retrouvé chez lui en n'étant plus en mesure d'interagir, ni après avoir bu quoi que ce soit, ni en aucune autre circonstance. Donc, il nie non seulement l'hypnose, mais aussi de les avoir fait boire. Pourtant, je vais vous lire un témoignage juste après qui semble aller tout à fait en sens inverse. Bon. Alors, il admettait, la seule chose qu'il admet, le brave homme, évidemment, mais ça, c'est pas pénalement répréhensible, ou pas totalement. Il admettait en revanche, il bat sa culpe, notre bon donneur de leçons. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à donner des leçons, évidemment.
évidemment, sur l'ensemble des plateaux en tant que chroniqueur, à mettre en accusation, à dénoncer, à pointer du doigt le petit procureur de gauche qui était Gérard Miller. Alors évidemment, lorsqu'il se retrouve lui-même mis en accusation, ça ne doit pas être simple, ça je veux bien le croire. Donc il avoue une certaine dissymétrie qui existait entre lui, qui était, il l'avoue, un homme de pouvoir, et ses femmes plus jeunes. Et ça, c'était rédhibitoire. Cela le conduirait aujourd'hui sans aucun doute à agir autrement, précisait-il dans la réponse écrite qui nous est transmise. Donc non seulement nous avons affaire à un homme qui est honnête, à un homme qui s'assure le consentement évidemment de chaque femme, qui n'a pas mesuré. C'était une autre époque, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire, c'est dans les années 80, dans les années 90, il n'y a pas de quoi fouetter un chat à l'époque. Et évidemment, aujourd'hui, il y a une autre vision de ce genre de relation. Et il aurait évidemment, le Fayot de ces dames agi autrement, on va le croire, évidemment. Et, il a vraiment ça reste un excellent communicant, indéniablement. Tout ça est bien travaillé. C'est une défense qu'il a cherché le plus solide possible. Lui qui incarnait la voix de la gauche morale. Voilà, le psychanalyste éclairé, l'intellectuel de plateau. Voilà, l'homme du camp du bien, il sermonnait évidemment au nom du camp du bien, Gérard Miller. Eh bien maintenant, ça va aller, à mon avis, au-delà d'un sermon, en tout cas je le souhaite, et surtout s'il est coupable, évidemment. On ne se doute que, en tout cas vu les dizaines et dizaines d'accusations, Gérard Miller est, me semble-t-il, plutôt devrait en tout cas être ennuyé par cette affaire. Alors, vous avez eu, c'est un témoignage tout dernièrement, une des plaignantes a réagi à la garde à vue de Gérard Miller. Donc c'est le premier pas, dit-elle, vers une longue marche. Donc elle a été sous le choc, il faut le dire, c'est un soulagement et une appréhension que cette affaire. On va l'appeler Charlotte dans ce dossier, elle avait 15 ans. 15 ans quand même, monsieur Miller, 15 ans, c'est pas très vieux, lorsqu'elle affirme donc avoir été agressée sexuellement par Gérard Miller, et c'était en 2001. En 2001, il est né en quelle année, Gérard Miller? Attendez que je regarde ça de plus près. En 48 à Neuilly-sur-Seine. 48, 2001. Il avait 53 ans, monsieur Miller, 53 ans. Et donc la gamine, elle avait 14 ou 15 ans, c'est ça? Ah bah dis donc. Il y a une dissymétrie, elle avait 15 ans, alors. Voilà, eh bien, elle avait déposé plainte il y a 1 an et demi, Charlotte, après des faits qui avaient eu lieu il y a 20 ans. Voilà. Donc elle accueille cette étape judiciaire avec un mélange de soulagement et d'appréhension, je vous le disais. Pour la première fois depuis l'annonce de la garde à vue de Gérard Miller, elle a accepté de témoigner à visage découvert. C'est par la presse que la plaignante apprend la mise en garde à vue. Ce n'est pas évident d'apprendre cela par immédiat, dit-elle. C'était un sacré choc. Je ne m'attendais pas tellement à ce que ça se passe 1 an et demi après ma plainte. Bah oui, on peut comprendre. Donc malgré la surprise, Charlotte se dit impatiente de savoir l'issue de cette garde à vue. Pour elle, ce tournant marque un signe encourageant. Les choses bougent, on sent que la justice raille sur le dossier, on espère les choses positives pour les victimes. Alors, son récit en 2001, qui à mon avis est important dans cette émission pour montrer un petit peu l'homme qui dit je ne les ai jamais hypnotisés, je ne les ai jamais fait boire, j'ai toujours bien vérifié qu'elles étaient entièrement consentantes et parfaitement claires et saines d'esprit au moment des faits, des relations qu'il ne nie pas par ailleurs. Notre moraliste, notre bon humaniste, notre féministe Gérard Miller. Alors, elle était donc lycéenne, Charlotte, évidemment, à 15 ans. Elle assistait à une émission de Laurent Ruquier, l'ami de Gérard Miller, Laurent Ruquier, est accompagné d'une amie. À la fin du tournage, Miller l'aurait abordée. Je me suis rendu compte, dit-elle, qu'il connaissait son oncle, il connaissait mon oncle, donc j'étais en confiance. Voilà ce que nous explique Charlotte, se souvient-elle. Quelques échanges plus tard, le psychanalyste l'aurait invité dans ce qu'il présente comme son bureau, mais c'était en réalité son domicile. Voilà.
Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a servi à boire. Il m'a servi à boire. Je croyais qu'il ne servait personne, il ne servait à boire à personne, Miller. Je me suis pas senti bien. Donc, est-ce qu'il y a drogue? On peut se poser la question. Et ensuite, je me suis retrouvé déshabillé sur un lit. Tiens, voilà les seuls souvenirs qu'elle a, Miller. Charlotte, 15 ans, toi, tu en avais 50. Voilà, d'abord, tu l'as fait boire, elle se sent pas bien, et elle se retrouve totalement déshabillée sur un lit. C'est le seul souvenir qu'elle a. Mais à part ça, évidemment, elle a pleine conscience et pleine acceptation de ce qui arrivait. Dans une chambre avec un éclairage rouge. En plus, il y a une mise en scène qui, semble-t-il, est souvent la même. Donc, on sent d'où le fameux, l'expression serial Miller, Miller en série, puisqu'il semblerait que ce sont des dizaines et dizaines de femmes qui soient dans cette mise en cause. Donc, elle affirme avoir été touchée par Gérard Miller avant qu'un coup de sonnette inattendu mette fin à la scène. Ça m'a sauvé, sinon j'aurais été violé, explique aujourd'hui cette personne, cette victime, Charlotte. Donc c'est cette interruption qui lui aurait alors permis de s'enfuir. Donc il y a une fuite en plus de ça. Bon. Donc des années de silence avant la plainte. Pendant longtemps, Charlotte garde le silence. À 17 ans, elle confie pour la première fois son histoire à une amie, avant d'en parler plus tard à ses parents. Et oui, plus d'une vingtaine d'années après, j'écoute la télévision et j'entends mon histoire alors que je ne l'avais pas racontée. Voilà. C'est-à-dire que les rumeurs, bien avant janvier 2024, sur Gérard Miller, il y en avait de nombreuses. Moi-même, j'avoue avoir été, il y a de cela plus de 10 ans, une personne qui, semble-t-il, quelqu'un qui connaissait Miller, avait dit qu'il avait vraiment des pratiques pour le moins douteuses. Donc, ça fait longtemps, vous voyez. Ce qui veut dire qu'évidemment, tous nos... c'est comme Duhamel, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans cette histoire de scandaleux, c'est pas seulement cette affaire, c'est aussi le fait que, semble-t-il, tout le monde savait depuis longtemps les pratiques de Miller. C'était pas... quelque chose, on va dire, qui était inconnu de l'ensemble de son entourage. Certainement pas. C'est quelqu'un qui... alors, est-ce le cas de Drucker? Est-ce le cas de Ruquier? J'en sais rien, mais Ruquier, qui a quand même... Ça a été son chroniqueur pendant des années. Ont-ils fermé les yeux et bouché les oreilles? Parce que des rumeurs sur le cas Miller, elles étaient nombreuses. Donc, qu'est-ce qu'ils ont préféré? Ne rien entendre? C'est ça? A-t-il profité ou craignait-on de le dénoncer, justement? Parce qu'il avait cette aura, cette espèce de petit procureur infect des plateaux, je m'en souviens très bien, avec son arrogance, évidemment, cette certitude d'être supérieur, d'être dans le camp du bien, c'est typique des pervers. Évidemment, est-ce qu'il impressionnait? Est-ce que les gens n'osaient pas? Mais pourtant, en tout cas, il y avait d'autres hommes de pouvoir. C'est le moins qu'on puisse dire autour de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'ont-ils d'une quelconque façon dénoncé ou même, en tout cas, éliminé de leur entourage direct? Semblerait que non. Alors qu'on glose aujourd'hui sur sur un certain nombre de personnalités et de leur entourage, personnalités qui, depuis, comme Epstein, par exemple, il n'était pas de bon ton. Il n'est pas de bon ton aujourd'hui d'avoir été dans les petits papiers, dans les carnets d'adresse de Jeffrey Epstein. Mais là, même si les crimes qui lui sont imputés ne sont pas identiques, il avait ce carnet d'adresse. C'est-à-dire qu'on a affaire à des affaires qui se déroulent sur plus de 20 ans. Donc, qui va nous faire croire que tous ceux qui le produisaient, que tous ceux qui travaillaient avec lui, qu'aucun n'ait jamais entendu parler de quoi que ce soit? C'est très peu probable. Très, très peu probable. Voilà. Mais bon, tant qu'il n'y avait pas de plainte, tant qu'on n'en parlait pas dans les médias, ce sont des gens, de toute façon, les gens de médias ne vivent que dans ces médias. En dehors des médias, rien n'existe pour ces gens-là. Tant que ça ne sort pas dans les médias, c'est supposé même ne pas exister du tout, donc ils s'en foutent. C'est ça le hors-sol, évidemment. Donc, on revient sur Charlotte, plus d'une vingtaine d'années après, j'écoute la télévision et j'entends mon histoire alors que je ne l'avais pas racontée.
Là, je découvre le témoignage d'une autre victime et je comprends que je ne suis pas la seule. Voilà, donc elle comprend une histoire identique à la sienne, avec une dénonciation, avec une victime qui, elle, ose à ce moment-là parler. Et c'est ça qui va la décider, Charlotte, à saisir la justice. J'aurais aimé porter plainte avant, mais j'avais peur d'être seule contre tous, seule face à cette figure médiatique. Voilà. Donc elle se prépare maintenant à la suite judiciaire. Évidemment, Charlotte, avec une crainte, revoir Gérard Miller. Voilà. Je ne l'ai pas revu depuis plus de 20 ans. Depuis l'agression, dit-elle, je redoute de le voir. Ça va faire remonter de mauvais souvenirs, reconnaît-elle. Pourtant, elle le souhaite, ce face-à-face. J'aimerais lui parler les yeux dans les yeux, lui raconter les faits, et comme en moi, je les ai vécus, qu'ils reconnaissent ou pas, ça, je m'en fiche, dit-elle. Donc, elle conclut son interview sur RMC en disant la nécessité de tenir le cap. Porter plainte, ça a été très dur, mais je ne regrette pas, j'ai fini par le faire, car il fallait que ça cesse. Je ne voulais pas que cela se reproduise. On retrouve toujours les mêmes mots dans les victimes de ce genre de pervers. La garde à vue de Miller, c'est le premier pas vers une longue démarche. Voilà, donc Miller contestait il y a encore 24 heures, en tous les cas on en est certain, l'ensemble des accusations. Je n'ai commis aucune infraction et je suis prêt à répondre sur chacun des faits reprochés, a-t-il dit. Je souhaite désormais réserver ma parole à l'institution judiciaire, avait-il expliqué devant les médias après le flot d'accusations et d'articles qui avaient pu paraître à partir de 2024 sur son compte. Donc il assurait, on le rappelle encore, dans ce déni typique de ce genre de personnalité, qu'il ne s'est livré à aucune séance d'hypnose, et c'est qu'elles étaient restées parfaitement conscientes et en totale possession de leurs moyens. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas vraiment les témoignages des victimes, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Sachant qu'il y a des viols, il y a des agressions sexuelles, et en plus, il y a des mineurs. Bravo. Voilà, je dirais, ce que l'on peut, en résumé, dire sur cette affaire Gérard Miller, qui donc prend un tournant pour le moins intéressant, même si ça a mis du temps. On peut se poser la question de savoir pourquoi autant de temps. Pourquoi la justice, alors que pour les personnes médiatiques en général, ça va vite, ça va vite. Eh bien, il aura fallu toute cette année et demie pour qu'enfin la brigade des mineurs, on va dire qu'ils sont surmenés, surchargés de travail, bien évidemment, pour en arriver là. Et là, on se dit que, évidemment, on se pose des questions, de multiples questions, à la fois sur les protections dont Gérard Miller a pu bénéficier durant non seulement cette année et demie où il était sous le feu de l'actualité et sous le feu des dénonciations, mais aussi toutes les années précédentes, où le moins qu'on puisse dire est qu'il a dû bénéficier de ces protections. Et puis on peut se poser la question des pratiques, aussi évidemment des milieux dans lesquels il évoluait. Peut-on dire que finalement les pratiques dont il est question étaient-elles plus courantes qu'on l'imaginait? Se tenaient-ils tous les uns les autres, qui fait qu'il n'y avait pas de dénonciation? On n'est vraiment que sur de la dénonciation autant Gérard Depardieu, ce sont des collègues, ce sont des actrices qui dénoncent Gérard Depardieu. D'évidence, il n'y avait pas d'omerta particulière le concernant. Par contre, Gérard Miller, zéro l'animal ne s'attaquait en prédateur qu'à des victimes qui étaient non pas des personnes reconnues. Il attaquait vraiment des jeunes victimes. Il profitait de son aura particulière pour... donc là, on est vraiment sur les problématiques justement liées, je dirais, à ce qui est de l'ordre de la prédation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet, en tous les cas, et qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
et dont on attend d'ailleurs les déroulements futurs, parce que ça apportera, on va voir déjà une garde à vue, combien de temps, sortira-t-il libre, ou sera-t-il au contraire conduit devant un juge? On rappelle que pour le moment, il n'y avait pas, en tout cas les parties civiles regrettaient qu'il n'y ait pas eu de juge d'instruction qui ait été nommé dans une affaire où pourtant on n'est pas sur, on est sur une multitude de plaintes, on est à plus de 70 plaintes, bon. Eh bien voilà, donc on va voir un petit peu, on va en savoir plus évidemment, le procureur de la République certainement sera amené à s'exprimer aussi sur le sujet, puisqu'on a affaire à une personnalité, et nous verrons quel est le sort qui lui sera dorénavant réservé après la police, la justice. Et nous en saurons peut-être plus à la fois sur ces témoignages, même si évidemment il y a un secret de l'instruction, on le sait bien, mais il n'est jamais respecté. Pourquoi le serait-il cette fois-ci? Ah, parce que justement, c'est le privilège de la gauche morale. Eh ben, elle est belle, la gauche morale. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est belle. Hein. Voilà, allez. Voilà ce que je voulais vous dire dans le live de ce midi. Qu'est-ce que je dois faire pour terminer? Ah, mais oui, la revue confidentielle, je le rappelle, la numéro 28, une semaine de gratuité, version papier et numérique. Vous accédez à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Tiens, par exemple, mon ami Laurent Arthur Duplessis, l'OTAN et le régime changent en géostratégie, ou Laurent Michelon, la manufacture du consentement en mondialisme. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous procurer cette semaine de gratuité. Vous avez des formations en ligne, vous pouvez compulser l'ensemble de ces revues, magnifiques revues, hein, donc vous voyez un peu les couvertures. Voilà, attendez, hop. Bon. Moi j'aimais beaucoup celle de septembre, hein, et comme je l'ai dans le studio sur mon bureau, la voici, elle est magnifique, avec les fameux B2 américains. Donc voilà, sinon la boutique, vous cliquez sur les liens en description, vous accédez à la boutique sur le site de Géopolitique Profonde, avec les t-shirts, non Macron, je n'irai pas en Ukraine, non Klaus, je ne mangerai pas d'insectes, les suites à capuche, et puis aussi évidemment les MOG GPTV, il ne faut pas avoir peur, ainsi que le MOG Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie. Voilà, ce sera le cri de guerre pour la fin de ce live de 12h30. Je vous donne rendez-vous demain matin dans la matinale de Géopolitique Profonde. D'ici là, vous aurez ce soir évidemment Mike Borowski, une émission ce soir donc de Borowski, et puis donc demain matin la matinale avec entre autres parmi les invités l'invité Didier Raoult qui nous parlera des liens indéniablement entre les injections Covid et le cancer, avec des études qui viennent de sortir et qui sont extrêmement inquiétantes sur certains types de cancers et le lien que l'on est obligé de faire avec la vaccination Covid. Voilà, ce sera le thème principal et le grand invité de la matinale de demain matin, jeudi, à partir de 7h. Je vous souhaite à tous d'ici là un excellent déjeuner et je vous dis bon après-midi et à demain.